Les gens en parlent beaucoup. Tout d'abord, l'Iran se réserve le droit, comme vous l'avez dit, de mener une frappe préventive contre Israël et les États-Unis, affirmant qu'il considérerait les installations militaires américaines en Israël comme des cibles légitimes s'il détectait des signes d'une attaque imminente. L'Iran a démontré ses capacités militaires même pendant cette révolution de couleur. Starlink a été fourni par Elon Musk aux émeutiers et l'Iran l'a pratiquement neutralisé. Vous avez dit que votre connexion Internet avait été coupée, et ce n'était pas seulement l'Internet en Iran, c'était le système Starlink lui-même. Beaucoup affirment que cela pourrait impliquer une technologie russe ou chinoise fournie au fil du temps et ayant aidé l'Iran à accomplir cela. Alors, Farzaman, quelle est votre réaction face à la réponse potentielle de l'Iran? Eh bien, ne sous-estime pas la technologie iranienne. Elle n'a pas besoin d'être chinoise ou russe. Cela pourrait être une combinaison des deux. Mais regarde au fond, Danny, l'objectif, c'est la guerre. Donc la diabolisation de l'Iran va continuer. Les médias dominants vont continuer à la diffuser. Des gens comme AOC et Trump, ils vont tous créer un récit d'un Iran maléfique, n'est-ce pas? L'Iran est maléfique. Pourquoi? Parce qu'il soutient le peuple palestinien. L'Iran soutient le peuple vénézuélien. L'Iran soutient le peuple cubain. L'Iran a soutenu les Bosniaques. Il a soutenu, tu sais, les Africains du Sud pendant l'apartheid, alors que l'Occident soutenait l'autre camp. Donc évidemment, l'Iran est un mauvais acteur à leurs yeux. Mais en tout cas, où que nous soyons, nous avons été dans des camps opposés dans presque tous ces conflits. Mais la question est, si les États-Unis attaquent l'Iran, que se passe-t-il ensuite? Les capacités de l'Iran aujourd'hui sont bien supérieures à ce qu'elles étaient il y a 7 mois, pour de nombreuses raisons. L'une d'elles est que l'Iran, après la guerre, a acquis une compréhension approfondie de ses forces et de ses faiblesses et a commencé à y travailler rapidement. Bien sûr, ses points forts sont les missiles et les drones, les missiles en particulier, et c'est cela qui a vaincu le régime israélien. Steve Bannon a été le premier à dire publiquement dans sa propre émission que pendant les 3 ou 4 derniers jours de la guerre, le régime israélien était en difficulté et avait besoin d'un cessez-le-feu. Et Trump a obtenu le cessez-le-feu et a sauvé Netanyahou. L'Iran a gagné la guerre. L'Iran est aujourd'hui bien plus fort. Deuxièmement, les capacités de l'Iran à vaincre Israël aujourd'hui sont bien plus importantes. Mais, plus encore, les principales capacités de l'Iran ne sont même pas dirigées contre le régime israélien. Elles sont dirigées contre les États-Unis. Depuis 3 décennies, les États-Unis affirment que toutes les options sont sur la table. Puis, après le 11 septembre, indépendamment de ce qui s'est réellement passé, ils ont pris l'Afghanistan et l'Irak. À cette époque, c'était le moment unipolaire. Ils contrôlaient la situation, et dans une large mesure, l'Asie centrale également. L'Iran était donc encerclé. Depuis, l'Iran a développé des capacités de défense contre les États-Unis. Il dispose désormais de toutes sortes de capacités navales et terrestres orientées vers le golfe Persique et l'océan Indien. Des missiles à courte portée, des missiles à moyenne portée, des centaines de milliers de drones. Ces missiles et ces drones sont beaucoup plus faciles à déplacer et à lancer que ceux à longue portée, dirigés contre le régime israélien. Ainsi, si les États-Unis déclenchent une guerre, ils perdront, et ce sera la fin de la présidence de Trump. Les Iraniens vont se montrer très déterminés, car c'est le moment décisif. Si Trump veut intervenir, alors l'Iran ripostera de toutes ses forces. Ce sera une défaite, mais cela fera également s'effondrer l'économie mondiale, en particulier les économies occidentales. Alors, pourquoi cela se produirait-il si les conséquences sont si graves? Parce que, pour les néoconservateurs et les sionistes, la seule chose qui compte, c'est la machine israélienne.
Ils sont prêts à sacrifier l'économie américaine, les économies occidentales, l'économie mondiale, tout cela au nom du sionisme, tout cela au nom du projet ou des projets néoconservateurs. Donc même si la guerre n'a pas de sens, et même s'ils n'ont aucun moyen de la gagner, l'Iran s'y prépare. Et d'ailleurs, Danny, l'Iran n'est pas seulement un pays. Les alliés de l'Iran en Irak sont très puissants. Et tu sais que les alliés de l'Iran y ont remporté les élections. Ainsi, les alliés de l'Iran en Irak aujourd'hui sont bien plus forts qu'ils ne l'étaient il y a un an, voire il y a 6 mois. Donc, les États-Unis ne sont pas, enfin, tu sais, ce n'est pas, et bien sûr, les États-Unis se sont surexposés. Il y a une armada navale au large des côtes du Venezuela. Les États-Unis sont encore engagés dans la guerre en Ukraine. Il est clair que la CIA est profondément impliquée et beaucoup d'argent transite des États-Unis vers l'Ukraine par son intermédiaire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Peut-être que l'armée n'est pas impliquée, mais la CIA l'est assurément. Et puis, il y a la guerre commerciale. Les États-Unis, nous ne sommes plus dans les années 1990. L'Iran est bien plus puissant aujourd'hui. Les États-Unis sont dans une situation très difficile et beaucoup de problèmes se trouvent à l'intérieur même du pays. Et bien sûr, il y a l'affaire Epstein, il y a des problèmes internes. Donc, beaucoup d'éléments peuvent influencer la suite des événements. Les États-Unis sont actuellement empêtrés dans une situation très délicate au Venezuela, ce que certains considèrent comme un succès retentissant dans la tentative d'enlèvement du président Nicolás Maduro, mais que d'autres voient comme un échec évident, le gouvernement vénézuélien étant toujours en place. Mais il y a aussi la question du moment, professeur Marandi. Vous avez dit que les intérêts du régime israélien sont primordiaux. Sa préservation, ce dont il a besoin, est prioritaire. Alors pourquoi maintenant? Car c'est le moment où les États-Unis se sont le plus rapprochés d'une possible guerre avec l'Iran depuis la fin de la guerre de 12 jours. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Cette tentative de révolution de couleur était-elle si importante? Et pourquoi les États-Unis, certains de leurs éléments, voire Donald Trump lui-même, envisagent-ils une frappe militaire? Ce n'est même pas une révolution de couleur, mais cela me rappelle ce qui s'est passé à Kiev. Souviens-toi, en 2014, quand des tireurs d'élite visaient à la fois la police et les manifestants. Et dans différentes villes, des gens faisaient la même chose. Comme je l'ai dit, des personnes étaient abattues avec des armes légères, des pistolets à courte distance. Il y a donc des similitudes frappantes. Mais je pense que la raison, Danny, c'est qu'Israël est en grande difficulté, et Trump aussi. Le régime israélien a perdu son aura de légitimité. Il est méprisé dans le monde entier. Comme je l'ai déjà dit, à une occasion précédente, voire à plusieurs reprises, la plus grande défaite du régime israélien au cours des 2 dernières années et 2 ou 3 mois, c'est qu'il n'est plus perçu comme légitime. C'est ça, le point le plus important. Je veux dire, ils ont connu des victoires tactiques et des défaites tactiques. Ils n'ont pas réussi à vaincre le Hezbollah, quoi qu'en dise l'Occident. Ils n'ont pas pu prendre de terrain. Ils ont été vaincus au Yémen, même avec le soutien américain. Le seul endroit où ils ont eu un certain succès, c'est en Syrie. Mais la Syrie, comme je l'ai dit à l'époque, si tu te souviens, j'ai dit que c'était un trou noir et que cela ne finirait bien pour personne, pas même pour les partenaires qui ont collaboré pour affaiblir la Syrie, Netanyahou, Erdogan et ainsi de suite. Mais bon, je laisse cela de côté. Donc les Israéliens sont en crise, Netanyahou est en crise, et l'Iran et la résistance sont là. Et puis Trump a ses propres crises. Je veux dire, il y a Epstein, il y a les dossiers Epstein. Un bon moyen de les tenir à l'écart des médias, c'est d'envahir le Venezuela, de prendre le pétrole, puis d'attaquer l'Iran. Ainsi, les médias parleront de l'Iran et de toutes sortes d'ennemis à l'étranger.
Soudain, Maduro tue des millions de personnes. Les Iraniens tuent n'importe qui. Il y a donc de nombreuses raisons à cela. Mais en fin de compte, la question importante, c'est que cette diabolisation de l'Iran, venant de différents horizons, est très intéressante, la façon dont elle se produit simultanément. Vous voyez tout à coup la romancière, cette femme de Harry Potter. Oh, J.K. Rowling. C'est une personne très politisée, donc je ne suis pas surpris qu'elle soit très engagée. Oui, mais il y a beaucoup de coordination. Oh oui, je suis vraiment un opérateur. Tous ces gens-là. Et d'ailleurs, Danny, Mahsa Amini, il y a 3 ou 4 ans, c'était la même histoire. Nous en avons déjà parlé. Tout d'abord, comme je l'ai dit, il existe cet immense appareil médiatique en langue persane en Occident qui coûte des milliards de dollars par an. Ils ont des chaînes de télévision, tu sais, je l'ai déjà expliqué. Quand Mahsa Amini est décédée, BBC Persian et tous les autres ont immédiatement affirmé qu'elle avait été battue à mort. Et ensuite, beaucoup de gens sont descendus dans la rue, plus nombreux que lors des manifestations économiques. Peut-être quelques-uns, disons 10, peut-être 20 000. Je ne me souviens pas vraiment. Je veux dire, je dis juste, tu sais, en général, il y en a peut-être eu moins, peut-être plus, mais bon, quelque chose comme ça. Et puis après 3 jours, les images sont sorties. Elles montraient qu'elle avait été emmenée au commissariat et qu'elle allait bien. Elle ne se tenait pas la tête. Et plus tard, elle s'est effondrée. Et tu sais, on en a déjà parlé. Il est devenu clair qu'elle avait une condition préexistante. Elle avait subi une opération quand elle était enfant. Maintenant, pourquoi elle a été emmenée au commissariat? C'est une toute autre question. Ce n'est pas le sujet. Je veux dire, ça a peut-être été une chose terrible à faire. Peu importe. Le problème, c'est qu'ils ont dit qu'elle avait été battue à mort. Les manifestations à l'époque, tout comme les protestations économiques actuelles, ont été pacifiques pendant quelques jours. Puis il y a eu l'infiltration, les émeutes et la violence. À ce moment-là, environ 70 agents des forces de l'ordre ont été tués. Cette fois, cependant, la violence était bien plus sophistiquée et bien plus brutale. En peu de temps, ils détruisaient toutes sortes d'infrastructures et tuaient des gens très rapidement. Tout s'est déroulé sur une période très courte. Mais à l'époque, c'était la même chose. Ils utilisaient un événement tragique pour s'infiltrer, semer le chaos, délégitimer et exercer davantage de pression sur le pays. C'est le même schéma. Et vous savez, c'est pareil avec le Venezuela. Ils diront Maduro a fait ceci. Et ensuite, tous ces commentateurs diront soit oui, il faut le renverser, soit non, non, il est mauvais, mais ne lançons pas une guerre. Donc, ils jouent tous dans la même équipe. Ils légitiment la guerre en répétant la propagande, qui est de la désinformation. Un mélange de vérité et de mensonges, parfois seulement des mensonges, parfois des vérités déformées. Mais c'est tout le problème. Peu importe que ce soit Cuba. Vous pouvez être absolument certain que le jour où ils attaqueront Cuba, tout le monde dans les médias traditionnels dira « Oui, le régime cubain est dictatorial, il est mauvais, et ainsi de suite. Mais nous n'aurions pas dû le faire. » Ou bien « Nous aurions dû le faire. » C'est comme ça que ça fonctionne. Le véritable mal, ce sont ceux qui imposent les sanctions, ceux qui tuent des enfants. À quoi servent les sanctions, Danny? Elles sont là pour empêcher la nourriture d'entrer, pour faire grimper le prix des denrées. Elles sont là pour bloquer l'arrivée des fournitures, pour fermer les usines, afin que les gens perdent leur emploi et que les familles se désagrègent. Les sanctions visent à empêcher l'entrée des médicaments, de sorte que les personnes qui, disons, suivent un traitement contre le cancer découvrent soudain qu'il n'est plus disponible, ou que le prix a tellement augmenté qu'elles ne peuvent plus se le permettre et elles en meurent. C'est cela, l'objectif. C'est l'objectif des Obama, des Bush, des Blair, des Trump. Ils sont tous pareils.
Tous ces gens qui ont réclamé des sanctions, qui les ont soutenues et qui aujourd'hui disent « Oh, regardez l'économie vénézuélienne, comme elle s'est effondrée. » Eh bien, vous leur avez mis le pied sur la nuque, aux Cubains aussi. C'est aussi ce qu'ils ont fait en Syrie, avec succès au final. Donc ces gens-là, ce sont eux qui tuent des gens, et ensuite ils parlent des droits de l'homme. Ce sont eux qui mènent des guerres et des invasions, et ensuite ceux qui s'y opposent disent « Vous avez raison, Maduro est un monstre » ou « Un tel est un monstre, mais vous n'auriez pas dû le faire. C'était une erreur, c'était mal. » Voilà le problème de l'establishment politique en Occident. Il est il est suprémaciste, tout comme le sionisme. Et d'une certaine manière, c'est la même chose. C'est du suprémacisme. Ils s'arrogent des privilèges et des droits particuliers lorsqu'ils imposent des sanctions et tuent des gens. C'est pour de bonnes raisons, ou au pire, une politique ratée. Ce ne sont pas des crimes quand l'Occident le fait, sauf quand cela apparaît dans les livres d'histoire. Ils sont prêts à parler d'il y a 100 ans, mais pas d'aujourd'hui. Donald Trump a menacé de prendre une certaine forme de mesure. Et ce que nous avons vu jusqu'à présent de l'administration Trump, c'est une intensification des sanctions, et elles échouent. Ainsi, au Venezuela, il s'agissait principalement de sanctions de l'administration Trump, bien que l'administration Obama, je crois, les ait lancées juste avant son départ. Le Venezuela connaissait alors une croissance d'environ 6%, et c'était l'économie la plus dynamique d'Amérique du Sud. Les États-Unis, par l'intermédiaire de la CIA et des forces spéciales Delta, peu importe lesquelles, tentaient de provoquer un changement de régime. Voyez-vous un type d'action similaire? Peut-être même une décapitation ou une sorte, vous savez, de cyberattaque. Trump, malgré ses politiques hostiles, chaotiques et franchement contradictoires, a été un néoconservateur assez agressif durant son mandat. Pensez-vous qu'il y a quelque chose de ce genre à venir? Le fait est que personne ne sait vraiment ce que Trump pense. Je ne crois même pas que les gens autour de lui le sachent, car il change d'avis sur tout, presque d'heure en heure. Mais en Iran, on part toujours du principe qu'il y aura la guerre. Que ça se produise ou non importe peu, les Iraniens se préparent à la guerre. Si l'on veut éviter la guerre, la meilleure façon de le faire est de s'y préparer. Et lorsqu'on a un empire sinistre en déclin rapide, qui se débat pour préserver sa position, il faut être très prudent. Surtout quand on a un individu insensé comme Trump, malveillant, sinistre mais stupide. Il faut être particulièrement vigilant. C'est pourquoi les Iraniens se préparent jour et nuit. D'après ce que je comprends, au cours des 7 derniers mois, les forces armées iraniennes et même le gouvernement ont travaillé jour et nuit pour se préparer au pire. Et comme je l'ai dit, s'il y a une guerre, ils vont riposter très très durement. Ils sont aujourd'hui bien plus préparés à le faire qu'auparavant. Je n'aime pas la guerre. Je déteste la guerre. J'en ai beaucoup vu. J'ai été blessé par balle. J'ai une blessure due à un éclat d'obus. J'ai survécu à 2 attaques chimiques, des produits chimiques fournis par l'Occident à Saddam. Je suis allé au Liban pendant la guerre. Je suis allé de nombreuses fois en Syrie. Je suis allé en Irak pendant la guerre. Je déteste la guerre. Mais je n'ai aucun doute que les Iraniens resteront fermes, qu'ils riposteront très durement et que ce sera la fin de la présidence de Trump. La décapitation est dénuée de sens. L'Iran a une constitution. L'Iran est prêt à tout. Et d'ailleurs, comment la décapitation s'est-elle passée au Venezuela? Il n'y a pas eu de changement de régime. Mon ami, je suis allé plusieurs fois au Venezuela. Toi aussi, tu as des amis vénézuéliens. Le Venezuela ne croit pas à la propagande qui vient de Washington. Tu sais, Trump pense qu'il possède le pays, qu'il décide de tout. Mais regarde les gens dans les rues du Venezuela. Ils ne vont pas permettre aux États-Unis de prendre le contrôle. Et la vice-présidente ou présidente par intérim, sa position est très claire. Donc je ne crois pas que Trump
pourra s'approprier le Venezuela ou voler le pétrole vénézuélien. Je pense que ce que fait Trump, c'est accélérer le déclin des États-Unis plus vite que jamais auparavant. Bien. Oui, cela semble effectivement être le cas. Je veux te demander ce que tu penses de la situation régionale, compte tenu de ce qui se passe en Iran et à l'égard de l'Iran. Je trouve que ta comparaison avec l'Euromaïdan, la soi-disant révolution du Maïdan, qui n'était en réalité qu'une opération de changement de régime par procuration, est très pertinente. Je pense que tous les éléments sont là. Je suis curieux de savoir quelle a été la réaction régionale, surtout compte tenu de ce que tu viens de dire. L'Iran ripostera très durement. Et cela signifie que des pays comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et d'autres qui accueillent tout ce matériel militaire et ce personnel américain, ce sont eux les cibles. Pas tellement les États-Unis, qui se trouvent à des milliers et des milliers de kilomètres, séparés par un océan. En réalité, plusieurs océans. Alors, quelle a été la réaction régionale, si tu as pu la suivre? Eh bien, tout d'abord, les pays de la région sont de plus en plus méfiants à l'égard des États-Unis et du régime israélien. Après les frappes aériennes sur le Qatar, ou la frappe de drones, je ne sais pas exactement ce que c'était, mais aussi après l'allégeance claire des Émirats arabes unis au projet israélien dans la région, on voit même l'Arabie saoudite se retourner contre les Émirats. En ce moment, les Saoudiens et les Émirats sont littéralement en guerre sur certains fronts, au Yémen par exemple. Mais on observe aussi des signes de détérioration supplémentaires. Ainsi, les pays de la région deviennent plus sensibles au régime israélien et à ses alliés, comme les Émirats arabes unis. Et d'ailleurs, les Émirats arabes unis ne comptent qu'environ 1 million de citoyens. Donc, vous savez, quelques missiles, s'ils frappent, s'ils touchent les bons endroits, on peut être sûr que le régime disparaîtra. Il y a, je ne sais pas, 9 ou 10 millions de personnes aux Émirats, des non-citoyens, dont beaucoup sont des serviteurs sous contrat, des quasi-esclaves. C'est la même chose au Qatar. Je veux dire, si les choses se mettent à vaciller, les régimes tomberont rapidement. Ils pourraient devenir des pays non arabes du jour au lendemain. Qui sait? Ce ne sont donc pas des régimes stables ou puissants. Et ils sont très inquiets du comportement des États-Unis et de celui de Netanyahou. Ils s'en détournent. La Turquie, c'est pareil. Ils ont détruit le tampon qui existait entre elle et Israël. Netanyahou d'un côté, Erdogan de l'autre, dans le cadre du projet américain plus large, l'opération Timber Sycamore, impliquant les pays riches en pétrole et en gaz du Golfe Persique, en particulier le Qatar. D'abord, ils ont éliminé la Libye, puis ils se sont attaqués à la Syrie. Erdogan a détruit le pays et tué des centaines de milliers de personnes, avec le Qatar, Netanyahou et d'autres. Mais ce qu'il a fait, c'est détruire ce tampon entre la Turquie et Israël. Et bien sûr, les Américains sont du côté des Israéliens. Ils ne se rangeront jamais derrière lui. Donc maintenant, ils s'en détournent et ils sont plus inquiets. Tout le monde s'éloigne du régime israélien, sauf les Émirats arabes unis. Et les Saoudiens, comme je l'ai dit, ont remis les Émirats à leur place. C'est donc un autre problème. Vous savez, ce n'est pas une bonne tendance pour les États-Unis, ni pour le régime israélien. Mais les États-Unis, dans leur arrogance, s'en moquent. Et ces régimes sont tellement liés à l'Occident qu'ils ne vont pas s'en éloigner tant que ça. Mais vous savez, ils sont inquiets, et c'est le signe qu'ils ne sont pas en position de force. Le simple fait qu'ils soient aussi inquiets montre à quel point ils sont vulnérables. Une attaque américaine contre l'Iran pourrait avoir des conséquences bien au-delà de quelques bases américaines ou iraniennes. Elle pourrait littéralement changer la carte de la péninsule arabique. Et comme je l'ai dit, les prix du pétrole et du gaz s'envoleraient. Parfois, les Américains disent «
Eh bien, nous sommes indépendants de l'Iran en ce qui concerne le pétrole ou le Golfe Persique. Et je leur réponds toujours que ce n'est pas une question de production, mais de prix payé par le consommateur. Si le prix de l'essence, de l'énergie et de l'électricité s'envole, l'économie s'effondre. Oui, les milliardaires gagneront des milliards avec un baril à 200 ou 300 $, mais l'économie s'effondrera.